Un soldat rentrait du champ de bataille en pensant avoir survécu à toutes les souffrances, jusqu'au jour où il entendit sa fille murmurer « J'ai mal quand je m'assois ». Et lorsqu'il apprit la vérité, il s'effondra. La ville s'appelait Grépinay. C'était la fin de l'automne, le soleil disparaissait tôt à l'horizon. Des rangées de vieilles maisons en bois semblaient s'incliner sous le poids des chênes desséchés. Un bus s'arrêta sur le bas-côté de gravier, ses pneus laissant échapper un léger crissement sur le sol humide. Jacques O'Hara descendit, un vieux sac à dos militaire délavé en bandoulière. Les bretelles étaient effilochées. Il marqua une pause de quelques secondes, se redressa et regarda autour de lui comme le font les soldats par instinct. Ce n'est qu'alors qu'il commença à avancer. La ville avait la même apparence que la dernière fois qu'il l'avait quittée, plus froide, plus calme. Les feuilles sèches se chassaient au vent, s'accumulant sous les devantures aux volets clos. Sur un panneau en bois patiné au coin de la rue, la peinture avait pâli, mais on pouvait encore lire « Le Seigneur est notre refuge ». Jacques marchait d'un pas assuré, toujours chaussé de ses bottes du Koweït. Le vent tirait sur l'ourlet de son manteau tandis qu'il descendait Main Street, jusqu'à la maison peinte en blanc au bout. Un porche étroit à l'avant. Une cheminée tordue au sommet. La porte s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Hélène O'Hara se tenait là, un foulard autour du cou, tenant une tasse de café refroidi. « Mon Jacques. »« Entre, chérie, dit-elle. Jacques hocha la tête au lieu de parler. Il entra, posa son sac à dos au pied de l'escalier et jeta un rapide coup d'œil au salon, une table à manger en chêne, le vieux fauteuil où son père lisait le journal, des photos encadrées toujours soigneusement accrochées au mur. Rien de nouveau, mais d'une certaine manière, tout semblait aussi inchangé. « Émilie dort encore, » dit Hélène en se détournant. Elle est restée éveillée tard pour finir ses devoirs. Jacques ne demanda rien d'autre. Il se versa un verre d'eau et resta près de la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin où de minuscules empreintes de pas se dessinaient dans le givre matinal. Il posa son verre et se dirigea vers l'escalier. La chambre d'Émilie était à l'étage, au bout du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte. Jacques resta là un moment avant de frapper doucement. « C'est papa, dit-il. » Pas de réponse. Il poussa la porte et entra. La pièce était simple, un lit simple en bois, un petit bureau, quelques jouets soigneusement empilés dans un coin. Émilie était allongée sur le côté, serrant un oreiller contre sa poitrine. Ses longs cheveux bruns lui couvraient presque tout le visage. La lumière matinale traversait la fenêtre cathédrale, dessinant de doux motifs sur la couverture. Jacques s'assit au bord du lit. Il ne la toucha pas. Au lieu de cela, il dit doucement « Papa est rentré, ma chérie. » Elle remua. Ses yeux s'ouvrirent légèrement, puis se refermèrent sans un mot. Le petit déjeuner se déroula dans le calme. Hélène était assise en face de lui, mangeant des œufs brouillés une bouchée à la fois avec une fourchette en métal. Émilie était assise à côté d'elle, sans quitter sa place. Jacques raconta quelques anecdotes légères de la base rien sur la guerre. Juste le genre de choses dont parlent les soldats au quotidien. Il y avait ce nouveau venu du Texas, a-t-il dit, qui pensait que le sable irakien était comme de la semoule de maïs. Quand on transpire, il colle à la peau comme de la pâte à biscuits. Hélène émit un léger rire. Émilie continua de manger, le visage impassible, ne montrant aucun signe d'écoute. Jacques observa sa fille. Sa main serrait la cuillère, les ongles coupés courts. Une légère égratignure marquait son poignet droit. Il a regardé longtemps, mais n'a rien dit. Cet après-midi-là, Jacques proposa à Émilie une promenade dans le quartier. Elle ne dit pas non, mais ne sourit pas non plus. Ils passèrent devant la vieille boulangerie, la bibliothèque, puis l'aire de jeu derrière l'église. Les enfants couraient, lançaient des feuilles, se relayaient sur le toboggan. Émilie n'a pas participé. Elle se tenait derrière Jacques, les épaules légèrement voûtées, les yeux fixés sur le sol. « Tu veux jouer ?» demanda Jacques. Émilie secoua la tête. Un enfant passa en courant, manquant de la percuter. Elle tressaillit et recula. Jacques posa sa main sur son épaule. Elle était froide et tendue. « C'est bon, dit-il, et il la ramena doucement. Cette première nuit, Jacques a lu une histoire à Émilie, la toile de Charlotte Lepage était usée sur les bords. Sa voix était basse et posée, veillant à conserver un rythme lent et clair. Émilie était allongée, le visage tourné vers le mur. Lorsqu'il atteignit l'endroit où Charlotte avait lancé son premier message sur la toile, Émilie murmura si doucement que Jacques pensa que c'était peut-être le vent. « Papa. »
Jacques a arrêté de lire. Ouais. Elle parlait sans se retourner. Ça me fait vraiment mal quand je m'assois. Les mots tombèrent dans la pièce comme un coup que personne ne voulait entendre. Jacques posa le livre et se redressa. Es-tu tombé? Émilie n'a pas répondu. Jacques garda une voix calme. Quand est-ce arrivé, ma chérie? La petite fille tira la couverture plus haut, sans dire un mot de plus. Jacques n'insista pas. Il resta assis près du lit un instant de plus, puis se leva et éteignit la veilleuse. La lumière de la rue filtrait à travers les rideaux, projetant une faible lueur sur le mur. Jacques quitta la pièce en fermant doucement la porte derrière lui. En bas, il entra directement dans la cuisine. Sur la table, à côté du pot de sucre et d'une nappe usée, un cadre photo était posé à l'envers. Jacques la retournait. La photo avait pâli avec le temps, lui, Nathalie, sa femme et Émilie à 2 ans. Nathalie tenait Émilie par derrière, la tête penchée vers Jacques avec un sourire. Elle est décédée il y a 3 ans. Dans un accident de voiture. Tard dans la nuit, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée supplémentaire. Lorsque le message parvint à l'unité de Jacques au Koweït, elle était déjà enterrée. Il n'avait pas eu le temps de l'appeler. Pas le temps de lui dire au revoir. Depuis, Émilie vivait chez sa grand-mère. Jacques restait de service, essayant de gérer les lettres, les colis et les vœux d'anniversaire. Mais les réponses se faisaient de plus en plus rares. Hélène n'aimait pas les appels téléphoniques. Elle ne pensait pas qu'il fallait poser trop de questions aux enfants. Et Émilie, sa fille, grandit en silence. Personne ne lui demandait ce qu'elle voyait. Ce qui l'effrayait. Ce dont elle avait besoin. À l'étage, Émilie s'était tournée vers la fenêtre. Elle ne dormait toujours pas. Elle fixait simplement la lune à travers le rideau transparent, les bras autour de ses genoux. Un bleu, déjà violet pâle, perlait sous sa chemise de nuit. Et il ne s'attendait vraiment pas à ce que, derrière ce qui semblait être un commentaire désinvolte d'Émilie, il y ait une vérité silencieuse si profonde qu'il ne pouvait pas l'atteindre avec son instinct de champ de bataille, ni même toutes les années qu'il avait passées à survivre au silence. Le lendemain matin, l'horloge sonna doucement 6 heures. Jacques était déjà réveillé. Il se versa du café en silence, les yeux rivés sur son sac à dos militaire, dont les bretelles étaient encore attachées. À l'étage, les petits pas d'Émilie résonnaient faiblement. Elle marchait lentement, un peu hésitante. Hélène déposait le petit déjeuner sur la table, œufs au plat, toast blanc, jus d'orange. Tout était propre. On n'a pas beaucoup parlé. Émilie était assise au coin de la table, les mains repliées en dessous, les yeux fixés sur son assiette. « Tu vas à l'école aujourd'hui » dit Hélène sans lever les yeux. « Tu dois tout recommencer. Sois à l'heure, comme les autres enfants. » Émilie fit un petit signe de tête, sans rien dire de plus. Jacques regarda sa fille, puis sa grand-mère. Il commença à parler, mais s'arrêta. Ce n'était pas le bon moment. Il n'y avait pas encore assez de pièces. Il ne comprenait toujours pas ce qui se glissait entre les silences de cette cuisine. L'école primaire était à moins de 3 pâtés de maison de la maison. Jacques tenait la main d'Émilie pendant le trajet, mais elle la retira peu à peu. Devant les grilles de l'école, les enfants tiraient sur leurs sacs à dos, riaient et se précipitaient les uns vers les autres. Émilie ne saluait personne. Et personne ne la saluait. « Quel cours attends-tu avec le plus d'impatience aujourd'hui » demanda Jacques, essayant de garder un ton léger. « Je suppose, la géométrie » dit Émilie. Sa voix était à peine plus forte qu'un souffle d'air dans sa manche. Alors qu'ils approchaient de la porte de la classe, une jeune enseignante sortit. Elle s'appelait mademoiselle Clara, grande, les cheveux soigneusement attachés en arrière, le visage plus sévère que son apparence ne le laissait supposer. « C'est le père d'Émilie » dit-elle d'un ton plat et répété. Jacques lui serra légèrement la main. Clara ne soutint pas son regard longtemps. « C'est une fille adorable, elle travaille plutôt bien à l'école, mais elle est un peu distraite. Nous l'aidons à s'adapter, petit à petit. » Elle se pencha et posa sa main sur l'épaule d'Émilie. La jeune fille tressaillit légèrement, les yeux fixés au sol. Clara retira sa main, toujours souriante. « Va en cours maintenant, Émilie. » Émilie s'écarta de Jacques et entra dans la salle de classe sans se retourner. Son dos était raide, ses pas assurés, mais lourds. Jacques resta là un moment, les mains dans les poches, à regarder la porte se refermer derrière elle. Sur le chemin du retour, Jacques s'arrêta à la vieille épicerie,
autrefois le rendez-vous habituel de Nathalie. La nouvelle propriétaire était une femme d'âge moyen nommée Dottie. Elle parlait vite, joyeusement, mais son regard ne cessait de se déplacer, comme pour scruter l'air. « Monsieur O'Hara, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous étiez de retour. Toute la ville est au courant. Eh bien, vous êtes arrivé juste à temps. Le festival d'automne approche. Émilie va sûrement en profiter. » « J'espère bien, » répondit Jacques en choisissant quelques éléments. Une autre femme parlait derrière le comptoir, sans le regarder. « À condition qu'elle ne se comporte pas comme les autres. Ma fille a été punie la semaine dernière, elle a dû rester debout face au mur pendant près d'1 heure en cours de morale. » Jacques se tourna vers elle. « Non. Le mercredi après-midi. À l'église. C'est le révérend Dahl qui le dirige, a-t-elle poursuivi. Il dit que c'est pour apprendre aux enfants à écouter. 1 heure, répéta Jacques. MMHMM. Peut-être plus. De nos jours, les enfants ont besoin d'apprendre à poser des limites. La femme pinça les lèvres et secoua la tête. Ils sont trop choyés de nos jours. Jacques fit un petit signe de tête, sans rien dire de plus. Mais dans son esprit, l'image d'Émilie, recroquevillée sur la chaise, réapparut. Il voyait cette scène plus clairement que le chemin du retour. Cet après-midi-là, Jacques rangeait la buanderie derrière la maison. Émilie avait laissé son linge sale dans le panier à côté de la machine. Lorsqu'il l'ouvrit, sur le point de charger la machine, il marqua une pause. Une paire de leggings gris. Près de la hanche, sous le tissu, il y avait une légère tache violette, comme un vieux bleu. Il tendit la main pour la toucher, mais sans retain. Sans un mouvement brusque. Il sortit les leggings, les plia soigneusement et les plaça dans un panier séparé. Puis il quitta la buanderie sans prévenir personne. Ce soir-là, alors qu'Émilie lisait dans son fauteuil, Jacques s'assit à côté d'elle. Il ne lui demanda pas tout de suite. Il dit simplement. « Je t'emmène à l'école demain. Partons un peu plus tôt. On fera un saut à la boulangerie. » Émilie fit un petit signe de tête. « Tu vas bien? » « Oui. » Elle ne le regarda pas. Jacques attendit quelques secondes, puis posa sa main sur le dossier de la chaise. « Si quelque chose vous met mal à l'aise, vous pouvez m'en parler. » Émilie ferma son livre et le serra contre sa poitrine. « Tout va bien, papa. Tout est normal. » Ce mot « normal » fit asseoir Jacques. Il connaissait ce genre de normalité, comme les enfants à qui il avait parlé après une salve de bombardement. Tout est encore normal, même si leur village entier a été réduit en cendres. Ce soir-là, Hélène regardait la télévision dans le salon. Jacques était assis en face d'elle, les yeux rivés sur l'écran, même s'il ne regardait pas vraiment. Finalement, il demanda. « Tu penses qu'Émilie va bien? » « Elle va bien. Elle a toujours été sage. »« Je n'en suis pas si sûr. »« Que veux-tu dire? » ?»« Elle a peur. Elle évite le contact visuel. Elle sursaute quand on la touche. Quelque chose ne va pas. » Hélène se pencha et coupa le son de la télévision. Elle posa ses mains sur ses genoux et regarda son fils. De nos jours, les enfants disent toujours qu'ils sont fatigués ou effrayés. Ce qu'ils ont besoin, c'est de discipline. Tu es trop susceptible. As-tu déjà frappé Émilie? Les yeux d'Hélène se rétrécirent. Tu penses que je suis ce genre de personne? Jacques ne répondit pas. Non pas qu'il croyait qu'elle avait frappé Émilie, mais parce qu'il n'était pas sûr que sa mère comprenne à quoi ressemblait une vraie souffrance. Il se leva et quitta le salon. À l'étage, Émilie était déjà montée dans sa chambre et avait fermé la porte. Jacques s'approcha lentement. En passant, la porte trembla légèrement dans le courant d'air. À l'intérieur, la douce lueur jaune d'une veilleuse se répandait par la fente. On entendait un léger bruissement de papier. Il resta là un moment. Il ne frappa pas. Il ne parla pas. Il resta simplement immobile, silencieux. Dehors, le vent soufflait sur le porche. L'air commençait à se rafraîchir. Et Jacques réalisa que le froid dans cette maison ne venait pas du temps. Mercredi matin, tandis qu'Hélène faisait la vaisselle et qu'Émilie se préparait pour l'école, Jacques se tenait silencieusement devant le calendrier accroché au mur de la cuisine. Juste à côté, une petite note manuscrite, à l'encre bleu pâle, de son écriture familière. Cours de morale, 16 heures, église. Jacques garda un œil sur Émilie toute la matinée.
Quand la cloche de l'école sonna pour mettre fin à la journée, au lieu de rentrer chez elle, elle tourna vers la route principale et traversa la cour d'école pour rejoindre la chapelle. Seule. Sans parler à personne. Jacques marchait lentement de l'autre côté de la rue. Il n'appelait pas. Il ne se montrait pas. Debout derrière un poteau électrique, il regardait la porte latérale de l'église s'ouvrir. Émilie et quelques autres enfants entrèrent. Personne ne parlait. Aucun rire. Chaque enfant posa son sac et s'assit sur le long banc en bois de la petite pièce attenante au hall principal. La porte se referma derrière eux avec un bruit doux et régulier point cliqué, comme une partie d'un rituel. Jacques fit le tour de l'église. Il y avait une petite fenêtre à la peinture écaillée, à hauteur d'épaule. Il se dressa sur la pointe des pieds et regarda à l'intérieur. Une lumière jaune jaillissait d'une vieille ampoule au plafond, projetant une lueur pâle sur les rangées de bancs. 10 enfants étaient assis, le dos droit, les yeux fixés sur le petit pupitre. Les mains soigneusement posées sur leurs genoux. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Les lèvres étaient closes. Les yeux vides. À l'avant, le révérend Dalle se tenait immobile, un livre fin à la main. Sa voix était basse et posée. Pas d'accusation. Pas de réprimande. Juste des questions, douces comme l'eau qui s'infiltre. Si vous ne savez pas rester immobile, comment pouvez-vous entendre quelque chose qui vaille la peine d'être entendu? La discipline n'est pas une punition. C'est le choix qui mène au salut. Les bons enfants n'ont pas besoin qu'on leur le rappelle plus d'une fois. Jacques ne resta pas pour tout entendre. Il recula, se retourna et se dirigea vers le portail. L'après-midi suivant, Jacques se rendit à l'école pour retrouver mademoiselle Clara, la maîtresse d'école d'Émilie. Elle rassemblait des devoirs dans la classe. En le voyant, Clara lui adressa un sourire poli. « Bonjour, monsieur O'Hara. Quelque chose ne va pas? Je voulais vous poser une question sur le cours d'éthique auquel Émilie a assisté. Qui en est responsable? Est-il supervisé? » Clara hésita, rangeant une pile de dossiers. Ce cours est une activité extrascolaire. Il ne relève pas de la compétence de l'école. C'est l'Église qui le supervise. Le révérend Dalle l'enseigne lui-même. Est-ce que quelqu'un révise le matériel ou la façon dont il enseigne aux enfants? Clara évita son regard. Je crois que c'est une figure respectée dans la communauté. Les enfants ont besoin de discipline, vous savez. On ne peut pas toujours laisser les sentiments dominer. Jacques la regarda droit dans les yeux. Je ne parle pas de sentiments. Je parle de peur. Clara pinça les lèvres. Une lueur d'hésitation traversa son visage, mais s'estompa rapidement. Elle recula d'un pas, posant sa main sur le bord du bureau. Je suis désolé. Je n'ai rien d'autre à dire. Jacques fit un signe de tête et sortit de la salle de classe. Sur le chemin du retour, il fit un saut au commissariat. Le shérif Carter, un vieil ami, était assis devant, une tasse de café à la main. Carter aperçut Jacques de loin, leva la main pour le saluer, puis posa son coude sur son genou, les yeux plissés par la lumière du soleil. « On dirait que tu es sur le point de semer le trouble, » dit Carter, à moitié en plaisantant, à moitié non. Jacques ne sourit pas. « Je demande juste. » En général, on ne pose la question que lorsqu'on pense déjà connaître la réponse, répondit Carter d'une voix ferme, ni aiguë, ni douce non plus. Jacques s'assit sur le banc en bois à côté de lui, parlant lentement. Je suis passé à l'église. J'étais au cours d'éthique. J'ai regardé par la fenêtre. Les enfants étaient assis comme des statues. Aucune expression. Aucun mouvement. Et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de mal à ça? Je pense que les enfants d'ici se comportent mieux que la plupart des citadins. Pas de comportement déplacé. Pas de jurons. C'est peut-être grâce à ce cours. Jacques pencha la tête vers Carter. Émilie a un bleu sur la cuisse. Elle dit que ça lui fait mal quand elle est assise. Je veux savoir pourquoi. Carter resta silencieux un instant, ses doigts tapotant légèrement le bord de sa tasse. Puis il parla, la voix plus basse. Écoute, Jacques. Tu viens de rentrer. La situation est stable ici. Ne va pas tout gâcher avant de savoir ce qu'il y a dedans. Jacques se tourna vers lui. Donc, si votre enfant rentrait à la maison trop effrayé pour s'asseoir à table, vous appelleriez cela stable? Carter ne répondit pas. Il regarda Jacques dans les yeux, puis retourna vers la rue.
Jacques s'est levé. Je ne suis pas là pour faire des bêtises. Mais si quelque chose ne va pas, je ne me tairai pas. Cette nuit-là, Jacques était assis dans le salon, son vieil ordinateur portable ouvert. Il cherchait des informations sur le révérend Dahl. Il n'en trouva pas beaucoup. Un casier judiciaire vierge. Quelques courts articles louant le gardien des mœurs traditionnelles de Bel Solao. Il a cliqué sur la photo de profil de Dahl, un homme d'une cinquantaine d'années, mince, portant une chemise blanche et une cravate foncée. Son regard était brillant, mais froid. Il n'y avait rien de particulièrement effrayant dans ce visage sauf que Jacques avait vu ses yeux se fixer sur Émilie l'autre jour, et comment elle avait frissonné sous leur regard. Jacques a fermé l'ordinateur portable. Pour la première fois, il sentit quelque chose comme un petit bruit dans la nuit, pas fort, pas clair, mais suffisant pour vous empêcher de dormir. Le lendemain matin, Jacques a conduit Émilie à l'école tôt. En chemin, il m'a demandé « Veux-tu sauter le cours d'éthique ?» Émilie cligna des yeux et hésita. « Si je sèche, j'aurai des ennuis. » Le révérend Dahl a dit que quiconque manque un cours doit prendre un cours particulier avec lui. Jacques resserra sa prise sur le volant. « À partir de maintenant, je t'attendrai après ce cours, d'accord ?» Émilie hocha doucement la tête, comme si hocher la tête trop fort risquait de la faire gronder. Jacques n'a rien dit de plus. Il la regarda entrer dans l'école, son sac à dos glissant d'une épaule, la posture droite mais lente. Un léger vent souffla. Des feuilles d'érable jaune flottaient sur l'allée pavée. Jacques les observa. Puis il se détourna, comme s'il avait déjà compris, désormais, le silence n'était plus une option. Vendredi matin, le ciel était d'un gris lourd. La pluie de la nuit dernière avait laissé des flaques d'eau sur l'entrée et la terre humide de la cour avant dégager une odeur de roue humide. Jacques ouvrit la porte d'entrée, prévoyant de sortir la poubelle sur le trottoir, lorsqu'il vit une petite enveloppe posée sur le paillasson. Il n'y avait pas d'adresse de retour. L'enveloppe était d'un jaune pâle, ses bords légèrement froissés, avec une légère trace d'humidité peut-être due à la rosée ou à un doigt tremblant. Il le ramassa et regarda autour de lui. La rue était déserte. Un vent froid se glissait sous son col. Jacques est rentré à l'intérieur, s'est versé une tasse de café et s'est assis à la table. Avec précaution, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier d'imprimante. Rien de distinctif. Pas de filigrane, pas de salutation, pas de signature. Juste un court paragraphe, centré sur la page, comme si l'auteur avait voulu que chaque mot soit indépendant. J'ai enseigné l'éthique. Pas longtemps. Je suis parti quand les enfants ont été obligés de rester assis pendant des heures sans eau, sans parler, sans bouger. Ceux qui perturbaient le cours des événements étaient punis par le silence. Un enfant s'est évanoui. Personne n'a rien dit à ses parents. Tout le monde le savait. Mais tout le monde avait peur. Ne faites pas confiance au silence. Ce n'est pas la paix. Jacques l'a relu. Et encore. La dernière ligne lui fit serrer la main. Le café dans sa tasse était devenu froid. Il plia le papier et le glissa dans l'enveloppe, avec précaution. Ni déchirure, ni pli. Ce n'était pas une preuve au tribunal. Mais c'était suffisant pour lui faire mal à la poitrine, comme si quelque chose de lourd appuyait dessus. Cette nuit-là, bien après la tombée de la nuit, Jacques passa devant la chambre d'Émilie. La porte était entr'ouverte. Sa veilleuse projetait une fine ligne dorée sur le parquet. Il était sur le point de continuer à marcher. Puis il entendit un léger bruissement. Il se retourna et poussa la porte. Émilie se tenait à côté du lit, les yeux ouverts mais ne voyant pas vraiment. Elle se tourna vers la fenêtre et murmura. « Je ne parlerai plus. Je ne m'assiérai plus. Révérend monsieur. » Ces mots se brisèrent comme le dernier souffle d'un enfant perdu dans un rêve. Jacques s'avança et posa doucement sa main sur son épaule. Émilie tressaillit et s'effondra sur le sol. Elle couvrit ses genoux de ses mains, ses yeux remplis de peur. « C'est moi. Juste moi, mon cœur. Juste papa. » Émilie haletait. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qu'elle n'était plus dans la salle de classe. Plus au fond de la classe. Juste dans sa chambre. Jacques la souleva sur le lit. Elle a tiré la couverture sur elle. Je suis resté assis à côté d'elle pendant plus d'une heure, sans dire un mot. Il ne pouvait pas. Pas maintenant. Le lendemain matin, après qu'Hélène ait déposé Émilie tôt pour sa séance de groupe à l'école,
Jacques s'est dirigé vers le lotissement ouest. Il n'avait rien emporté avec lui, à part un morceau de papier plié en 4, maintenant froissé quelques fois de plus qu'avant. Hier soir, alors qu'il fouillait dans un vieux sac à dos, il a trouvé une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule ligne manuscrite. Si vous voulez vraiment savoir, trouvez Rachel Klein. Elle n'a plus peur. Aucune signature. Mais l'écriture était ferme, sans hésitation. Et plus important encore, ce nom lui rappelait l'image d'un visage qu'il avait aperçu au supermarché de la ville quelques jours plus tôt. Une femme aux cheveux bruns, mince, marchant aux côtés d'un garçon du même âge qu'Émilie. Ses yeux avaient hésité un instant lorsqu'ils avaient rencontré ceux de Jacques, comme si elle savait qu'il essayait de voir les choses que toute la ville essayait de ne pas voir. Il a suivi sa mémoire jusqu'à la dernière rue du vieux quartier. Une maison au toit bas se dressait là, avec une rangée de buissons de lavande rabougris devant les marches. Rachel Klein était en train de plier une couverture sur la corde à linge lorsqu'elle a vu Jacques s'approcher. Elle hésita, mais ne parut pas surprise. « Tu as lu la lettre ?» Jacques hocha la tête. « J'avais bien deviné à ce moment-là, » dit doucement Rachel en se tournant vers la maison. « Entrez. » « Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à dire. » Jacques entra, laissant ses chaussures. La maison était bien rangée, avec quelques aquarelles sur le mur, probablement réalisées par son enfant. « Ton enfant a aussi suivi un cours d'éthique ?» Rachel hocha la tête et versa du thé dans une tasse en céramique marron. « C'est vrai. » Puis il a commencé à faire pipi au lit la nuit. Il refusait de s'asseoir pour dîner. Quand je lui ai demandé pourquoi, tout ce qu'il a dit était: « Si je le dis, je devrais être seule avec lui. » Elle s'assit sur une chaise, les mains jointes fermement. « J'allais le dire à quelqu'un, mais... » Elle émit un rire bref et amer. « Tout le monde le sait. Mais personne ne veut être le premier à le dire. Quiconque parle est considéré comme un fauteur de troubles. L'Église est l'épine dorsale de cette ville. Dalle est sa colonne vertébrale. C'est pour ça que tu as arrêté de travailler à l'Église. » Rachel resta silencieuse un moment. Puis il hocha la tête. « J'avais l'habitude de penser que j'étais faible de m'éloigner. Mais maintenant, je pense qu'il me restait peut-être encore assez de force pour survivre. » Jacques a posé l'enveloppe sur la table. « Tu as envoyé ça. » Rachel n'a pas confirmé, mais quelque chose dans ses yeux s'est adouci. « Je ne voulais juste pas que tu sois seule. » Cette nuit-là, après qu'Émilie soit allée se coucher, Jacques s'est assis pour écrire. Il ouvrit son vieux carnet de notes militaires, celui qu'il utilisait pour enregistrer les coordonnées de l'artillerie, et commença à noter chaque petit comportement d'Émilie. Le temps. Les signes. Les choses qu'elle a dites dans son sommeil. Il a esquissé la disposition de la pièce. Marqué là où la lumière est entrée. Là où Émilie se tenait habituellement lorsqu'elle était somnambule. Chaque ligne qu'il écrivait ressemblait à une coupure. Mais il écrivait lentement, régulièrement, avec soin. Comme la première fois qu'il a désamorcé un fil de déclenchement sur le terrain, sachant que la moindre erreur pouvait tout faire exploser. Il ne savait pas ce qu'il allait faire ensuite. Mais pour la première fois, il savait ceci. Il ne restait pas silencieux. Pas pour une nuit de plus. À l'extérieur de la fenêtre, la cloche de l'église s'agitait légèrement dans le vent. Personne n'avait sonné. Mais son écho fut suffisant pour que Jacques resserre sa prise sur le stylo. Les cloches de l'église ont sonné tôt. Chaque carillon est régulier et résonnant, comme si rien ne pouvait perturber la routine. Des couples de personnes âgées habillées avec soin. Des enfants dans des vêtements propres. Les habitants de Belley-Solo affluaient vers la chapelle comme une rivière qui n'avait jamais changé de cours. Comme chaque année. Jacques avançait à contre-courant. Pas de dimanche. Un manteau sombre. Les mains dans les poches. Yeux froids et calmes. Il n'est pas entré par l'avant, mais s'est glissé vers la porte latérale. La porte arrière en bois, généralement destinée au personnel, était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, le révérend Dalle arrangeait des recueils de cantiques. Le verre coloré projetait une douce lumière sur son visage, lui donnant un air fugace de sainteté, un moment parfait pour un portrait commémoratif, si jamais cela arrivait. Jacques est intervenu. Pas de coup. Pas de plaisanterie. « Je n'ai pas besoin que tu apprennes l'obéissance à mon enfant, » dit-il catégoriquement. « J'ai besoin qu'il se sente en sécurité. » Dalle ne leva pas les yeux immédiatement,
lissant la dernière page de sa main comme si cette tâche était plus importante que tout le reste dans la pièce. Puis il se tourna, adressant un petit sourire poli, cordial mais dénué de chaleur. Nous servons tous les deux le même objectif, monsieur O'Hara. J'emprunte simplement un chemin différent. Si ton chemin passe sur des enfants, ce n'est pas un chemin. C'est un gouffre, répondit Jacques. Les yeux de Dal s'arrêtèrent sur le poing fermé de Jacques. Puis il parla lentement, d'une voix grave et posée, comme un sermon tel un père revenu du champ de bataille, accablé par la peur de perdre le contrôle de ce qu'il tenait autrefois. Je comprends. Mais soyez prudent, monsieur O'Hara. Ici, on confond souvent rébellion et perturbation. Jacques s'est rapproché. Et le silence est souvent confondu avec la foi. Mais n'oubliez pas, j'ai vu le silence tué avec des bombes, des barbelés, par l'indifférence. Dal souriait toujours. Tu es perdu, Jacques. Jacques hocha la tête et fit un pas en arrière, la voix basse. Alors je suivrai mon propre chemin. Il quitta l'église sans se retourner. Cet après-midi-là, Émilie était assise dans sa chambre pour dessiner. Elle utilisait des crayons, travaillant silencieusement, s'assurant que Jacques ne puisse pas la voir. Ce n'est qu'après le dîner qu'il remarqua la feuille de papier, pliée en trois, posée au bord de la table, près de la fenêtre. Il l'a ouvert. Un dessin simple mais incroyablement détaillé. Un long banc marron s'étendait dans un espace sombre. Sous le banc, une grande ombre noire sans forme précise, juste de la profondeur. Sur le banc, une petite fille aux cheveux bruns, vêtue d'un t-shirt à manches longues, recroquevillée, serrant ses genoux, le visage détourné. Dans le coin, écrit en lettres fines. Je promets d'être sage si je n'ai plus besoin de rester assis. Jacques replia le dessin et le rangea dans le tiroir de sa table de nuit. Cette fois, il ne se contenta pas de s'en souvenir. Il le garda. Quelques jours plus tard, Rachel Klein commença à téléphoner à d'autres parents. Elle choisissait avec soin ceux qui avaient discrètement retiré leurs enfants du cours d'éthique ou qui avaient manifesté des doutes. Les conversations étaient discrètes, évitant même le nom de Dal. Mais petit à petit, les pièces ont commencé à s'assembler. Une mère a raconté que son enfant avait été contraint de rester dehors dans le froid pour avoir donné une mauvaise réponse. Un jeune garçon a raconté qu'il avait été enfermé pour réapprendre l'obéissance. Personne n'avait de preuves. Personne n'osait parler à voix haute. Mais il le savait. Tout le monde le savait. La nouvelle s'est répandue tout aussi rapidement dans l'autre sens. À l'épicerie, une femme âgée a murmuré à l'homme derrière le comptoir du pain. Ce Jacques débarque de nulle part et sème le trouble. Tu crois qu'il va apprendre à toute la ville comment élever des enfants? Une autre femme secoua la tête. Cette fille est juste sensible. Ce n'est pas la faute de l'Église. Il fait du mal à sa propre mère. Toute la vie d'Hélène avait été centrée sur sa foi. Le lendemain matin, dans la cuisine, Hélène a claqué sa tasse de thé sur la table. « Qu'est-ce que tu fais, Jacques ?»« Je protège Émilie. » Entraînant le révérend Dal dans la boue? Comprends-tu seulement qui il est dans cette ville? Un homme avec trop de pouvoir et personne ne veut le remettre en question. Il a fait de ses enfants des gens bien. Pas comme ceux qui se déchaînent. Les enfants ne deviennent pas mauvais tout seuls, ça commence avec les adultes qui ne savent pas s'arrêter. Hélène se leva et pointa son doigt. Désormais, j'interdis à Émilie de mettre les pieds dans cette église. Non pas à cause d'elle, mais à cause de toi. Je ne laisserai pas cette fille devenir ton prétexte pour attirer les autres. Jacques se leva lentement. Il ne protesta pas. Il a simplement dit. Elle n'est pas une excuse. Elle est la raison. Ce soir-là, Jacques était assis seul dans sa chambre, devant son bureau en bois. Il ouvrit le tiroir et en sortit le dessin qu'Émilie avait fait. Il le posa à plat sur le bureau, appuyant sa main dessus comme s'il avait besoin de s'assurer qu'il était bien réel. Dehors, le carillon éolien murmurait doucement. Mais dans l'esprit de Jacques, il s'était tu. Ce qui restait était le début silencieux d'un feu au couvent, patient et hors de portée de la prière. Lundi matin, il n'y avait pas de pluie, mais le soleil n'était pas assez fort pour chasser le froid qui commençait à s'installer dans le sol. Jacques était assis dans sa voiture devant le portail de l'école, suivant Émilie du regard tandis qu'elle descendait. Elle portait son sac à dos et marchait d'un pas assuré, sans hâte. Ses pas n'étaient plus raides comme ceux de la semaine dernière, mais ils ne semblaient toujours pas tout à fait naturels. Arrivée à l'aire de jeu, Émilie ralentit.
Un groupe de 3 enfants jouant à la corde à sauter détourna le regard. Un garçon, âgé d'environ 8 ans, a pointé du doigt et a murmuré, juste assez fort pour que Jacques l'entende à travers la fenêtre à moitié baissée. C'est la fille dont le père déteste l'église. Émilie resta immobile quelques secondes. Puis elle baissa la tête et se dirigea rapidement vers l'autre côté de la cour, où il n'y avait personne d'autre. Jacques serra les mâchoires. Mais il ne sortit pas de la voiture. Pas encore. Ce n'était pas le moment. Vers midi, Jacques s'arrêta à la poste pour vérifier son courrier. Dans la file clairsemée, il aperçut un visage familier. Madame Elva, la vieille employée des postes aux cheveux argentés, aux petits yeux, au dos voûté et à l'habitude de faire encore du vélo tous les soirs. Quand elle vit Jacques, elle sortit de derrière le comptoir et lui glissa une enveloppe marron foncé dans la main. Ce message est arrivé la semaine dernière, mais il a été déposé dans la mauvaise boîte. Pas de signature. Mais je me suis dit que tu devrais le lire. Jacques prit l'enveloppe et la regarda. De qui ça vient? Son nom remonte à loin. Claire Jensen. Elle donnait des cours d'éthique. Elle vit maintenant dans l'Idaho. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis son départ. Jacques a dit merci, est sorti vers sa voiture et a ouvert l'enveloppe dès qu'il s'est assis. À l'intérieur se trouvait une fine feuille de papier pliée en 3. L'écriture était à l'encre bleue, arrondie, nette, mais légèrement tremblante. J'enseignais à Belle Solao. J'ai quitté l'école en voyant des enfants punis, on les obligeait à rester assis pendant des heures dans une pièce froide. Sans eau. Interdit de parler. Juste parce qu'ils posaient trop de questions. Une fille, elle aime, pleurait en silence. On m'a demandé de prendre un congé pour l'avoir trop réconfortée. Je ne peux rien prouver. Personne n'était là pour me soutenir. Mais je crois que si quelqu'un se pose aujourd'hui les mêmes questions que moi, il mérite d'être informé. Émilie n'était pas la première. Et j'ai peur qu'elle ne soit pas la dernière. Jacques a lu la lettre 3 fois. Au 3e, sa main tremblait légèrement. Il le plia soigneusement et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Puis il démarra la voiture. Cet après-midi, Jacques est allé voir Rachel. Elle ouvrit la porte plus lentement que d'habitude, les yeux troublés. « Je ne peux pas parler longtemps, dit-elle. Un membre du conseil paroissial est venu à l'école. Ils ont posé des questions sur moi et sur les parents qui ont exprimé leurs inquiétudes. » Jacques la regarda un instant sans parler. « Tu as peur, dit-il. » Rachel se mordit la lèvre et fit un petit signe de tête. « J'ai un fils, Jacques. J'ai besoin de ce travail. On n'est plus pareil. Tu peux partir. Moi non. Tu penses que je peux repartir avec mon enfant toujours là? » Rachel recula, sa main se levant vers sa poitrine. Elle ne répondit pas. Elle ferma simplement la porte lentement. Jacques se détourna, la poitrine lourde, comme s'il venait de perdre un allié qu'il n'avait même pas eu l'occasion de demander. Tard dans l'après-midi, Jacques arriva au café tranquille du coin, le genre d'endroit où seuls quelques vieillards jouaient aux échecs, et où le propriétaire asiatique silencieux et au visage de bois se déplaçait comme une partie du meuble. Carter était déjà là, assis à la table la plus éloignée, dos à la porte. Jacques a sorti une chaise et s'est assis. « Je viens de recevoir une lettre de Claire Jensen. » Carter ne parut pas surpris. Il versa simplement le café et le fit glisser vers Jacques. « Je n'ai jamais dit que tu avais tort. J'ai dit que tu avais choisi le mauvais moment. Alors, quel est le bon moment? Quand on a des preuves. Quand on est soutenu. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est son ombre et sa fille. » Jacques regarda son ami. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. « Et toi? Où en es-tu? » Carter posa sa tasse sur la table, plus lentement que d'habitude. « Plus vous essayez d'exposer, plus j'ai de choses à couvrir. Je ne peux pas me permettre de perdre cette ville, Jacques. » « Alors tu vas le garder en marchant sur les enfants? » Carter laissa échapper un long soupir. « Je le garde en ne le laissant pas brûler de l'intérieur. » « Et tu fais allumer des allumettes, Jacques. » « Des allumettes mouillées, peut-être. Mais quand même, des allumettes. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques secondes. Finalement, Jacques se leva, laissant le café intact. Il n'a pas dit un mot de plus. Carter ne l'a pas rappelé. Quand Jacques arriva à la maison, il faisait déjà nuit. Le vent s'était levé.
Dans la cuisine, Hélène n'était nulle part en vue. Un rayon de lumière brillait sous la porte d'Émilie, mais elle était verrouillée. Jacques frappa doucement. « Émilie ? C'est papa. » Pas de réponse. Il essaya de tourner le bouton, mais il ne bougea pas. De l'intérieur, on entendait le bruit d'une chaise qu'on traînait. Puis le silence. Jacques resta immobile devant la porte fermée. Il ne frappa plus. Il a juste posé sa main sur le bois, sans pression. Comme s'il touchait un mince mur entre le moment présent et ce à quoi il allait faire face. À l'intérieur, la pièce restait silencieuse. Pas de pleurs. Pas de pas. Le silence n'effrayait pas Jacques. Cela le rendait triste. Triste parce qu'il croyait que le simple fait de rentrer à la maison arrangerait à nouveau tout. Mais ce ne fut pas le cas. Émilie avait appris à se protéger en s'éloignant. Et cela lui donnait l'impression d'être en retard, encore une fois. Il s'assit par terre, le dos contre le mur en face de sa porte. Il n'éleva pas la voix, il parla juste assez doucement pour que le son passe à travers la fente. Quand j'étais sur le champ de bataille, il y avait des nuits si froides que personne ne pouvait dormir. Mais le froid n'était pas le plus effrayant. Ne pas savoir où se trouvaient les gens, c'est ça qui vous frappait. Il y avait ce jeune soldat. 18 ans. Il grelottait dans un coin de la tente. Il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Il ne bougeait pas pendant 3 jours d'affilée. Jacques s'arrêta, respirant lentement. Mais le 4e jour, il a dit, « Si je n'en parle pas, je n'arrêterai jamais d'avoir peur. » Et il l'a fait. Juste une fois. Mais après cela, il a commencé à lever la tête, à se tenir plus droit, à respirer plus profondément. De l'intérieur de la pièce, le loquet de la porte tourna doucement. Mais il ne s'est pas ouvert. Jacques continua. « Émilie, tu n'es pas obligée de tout me dire. Sache juste ceci. Vous n'avez pas à avoir peur seul. Je suis là. Je ne vais nulle part. » Il y eut une pause. Puis une question, si douce qu'elle a failli être emportée par la brise à l'extérieur du porche. « Si je le dis, penses-tu que les gens me croiront ?» Jacques déglutit difficilement. Cette question lui rappela des souvenirs qu'il ne parvenait pas à oublier. Parfois, les gens restaient silencieux pour maintenir la paix, peu importe à quel point les personnes vulnérables souffraient. Peut-être pas tout le monde, dit-il lentement. Mais il y en aura suffisamment qui écouteront. Et une fois que quelqu'un écoute, vous n'êtes plus seul. Parce que si tout le monde reste silencieux, alors la première personne qui parle est la seule encore vraiment en vie. Émilie se leva. Elle entra au milieu de la petite pièce, où la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers un fin rideau blanc. La pièce devint silencieuse. Personne ne la bousculait. Personne ne l'a interrompue. Sa voix était calme, mais ferme. « Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai juste dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Le révérend Dahl a dit que j'avais perturbé une leçon sacrée. Puis il ne m'a pas laissé regagner ma place. Il m'a fait asseoir sur une chaise contre le mur. » Émilie s'arrêta et prit une inspiration. Cette chaise n'avait pas de bureau. « Je suis resté assis là jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Il a éteint les lumières. Personne n'est revenu me voir. Je suis resté assis là, seul. Je n'en ai parlé à personne en rentrant à la maison, car il a dit que Dieu aime le silence. » Elle leva la tête et regarda autour d'elle la pièce pleine d'adultes silencieux. « Je ne sais pas si Dieu veut que mes jambes me fassent mal, mais je pense que si Dieu m'aime, il voudrait que je m'assoie dans un endroit où je n'ai pas trop mal. » Il y eut un sanglot étouffé. On ne savait pas vraiment de qui il venait. « Je n'en ai pas parlé à papa tout de suite, car je ne savais pas s'il me croirait. Mais maintenant, je pense que si je ne dis rien, quelqu'un d'autre pourrait vivre la même chose. » Elle n'a pas pleuré. Sa voix est restée calme. Mais ses yeux commencèrent à briller, non pas de peur, mais de soulagement. Émilie fit un pas en arrière, son regard cherchant son père. Jacques hocha la tête une seule fois, doucement. Mais cela lui a suffi pour savoir qu'elle n'était plus seule. Et quand la première femme se mit à pleurer, et qu'une autre mère prit enfin la parole, Émilie ne rentra plus les épaules. Elle se redressa. Elle ne recula pas. Ses mains étaient toujours serrées, mais fermes, comme si, pour la première fois, elle savait que sa voix pouvait être entendue et qu'elle le méritait. Rachel prit une inspiration, puis se leva. Nous sommes restés silencieux trop longtemps, par peur. Peur d'être isolés.
Peur de perdre notre réputation, notre travail, nos amis. Mais qu'en est-il de nos enfants? Ce sont eux qui porteront les blessures si nous ne nous levons pas. Nous ne les laisserons plus souffrir. Je ne me tairai pas. Silence. Puis des applaudissements pas forts, pas à l'unisson. Quelques applaudissements épars au début. Puis davantage. Comme les premières gouttes d'une pluie printanière, peu nombreux, mais sincères. Jacques est resté à l'arrière. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Aujourd'hui n'était pas son jour. C'était le jour d'Émilie, le jour où elle a cessé d'être celle qui endurait et est devenue celle qui a ouvert la première porte. Il regarda sa fille. Elle ne souriait pas, mais ses lèvres n'étaient plus pincées. Ses épaules s'étaient adoucies. Son regard se posa sur la fenêtre orientée à l'ouest. Le soleil de fin d'après-midi caressait son front comme un doux halo. Jacques a compris. Il ne se battait plus seul. Et plus que tout, Émilie avait retrouvé sa voix. La cloche de l'église a sonné 4 fois ce jour-là. Longuement. Résonnant. Comme si le révérend Dahl voulait le préciser, ce n'était pas un service ordinaire, mais un rassemblement, un appel à la foi, à l'unité et à l'ordre communautaire. Presque toute la ville s'est présentée. Les gens n'étaient pas habillés avec élégance, mais correctement, comme pour une audience au tribunal. Ils n'étaient pas venus pour prier. Ils étaient venus voir ce que Jacques O'Hara allait faire, et comment le révérend Dahl allait réagir. Sur le 3e banc, Jacques était assis à côté d'Émilie. Ses bras étaient serrés, ses lèvres serrées. Son regard se posait de temps à autre sur la chaire, où Dahl se tenait déjà, vêtu d'une robe blanche, Bible à la main, tel un symbole d'autorité incontestée. Jacques baissa la tête et parla doucement, juste assez pour qu'elle l'entende. « Tu n'as pas besoin de parler avant d'être prêt. Je suis là. » Émilie ne répondit pas, mais elle fit un petit signe de tête. Un mouvement subtil, comme si elle sortait de l'obscurité intérieure. La cérémonie a commencé avec des citations sans source. Le Seigneur a dit, « Celui qui sème le doute parmi les fidèles est la main des ténèbres. » Lorsqu'une famille s'élève contre la parole, la corruption commence dès l'enfant. Jacques resta assis, les mains jointes. Dans la poche de son manteau se trouvait une petite clé USB. Il y avait transféré la vidéo que Rachel lui avait donnée. Alors que le sermon passait progressivement de l'orientation à l'insinuation, un vague silence s'installa sur le sanctuaire. Dahl éleva la voix. Certains croient agir en toute vérité. Mais la vérité ne peut naître du chaos, ni de la bouche d'enfants qui ne savent pas encore distinguer le bien du mal. Je vous le demande, qui parmi vous croit à l'obéissance? Avant que quiconque puisse répondre, Jacques se leva. Il ne s'est pas approché de la chaire. Au lieu de cela, il a mis la main dans sa poche, a sorti la clé USB et l'a brandie. J'ai une vidéo. Elle a été filmée par la caméra du couloir, à l'extérieur de la salle de classe, en fin d'après-midi, ici même, à l'église. On y voit un enfant. Il ne parle pas. Il ne se comporte pas mal. Il se lève simplement pour demander à partir. Et on lui a attrapé la main. On l'a repoussé sur sa chaise. Pas de cri, mais c'était clairement forcé. Dahl sourit faiblement et hocha la tête. De nos jours, les gens croient davantage à la vidéo qu'à la Bible. Ils croient aux angles de prise de vue, pas à la vérité. Que vaut un clip vidéo, issu de 10 heures de tournage? Il y a une autre lettre, ajouta Jacques. De Claire Jensen. Ancienne professeure de morale. Elle a été témoin de punitions qui duraient des heures. Des enfants s'évanouissaient. Et personne n'en a jamais parlé aux parents. Le ton de Dahl ne s'adoucit pas. Tous ceux qui ont quitté cette communauté portent des blessures. Mais pas à cause de l'Église. Parce qu'ils n'ont pas su gérer la discipline. Ils ont choisi de fuir plutôt que de changer. À ces mots, Émilie serra les mains sur ses genoux. Elle tremblait, non pas de froid, mais d'être à la limite entre la peur et le courage. « Tu n'as rien à dire » murmura Jacques. Émilie secoua la tête. Elle s'est levée. Elle marchait lentement dans l'allée centrale de l'église, où tout le monde pouvait la voir clairement. Elle portait un pull clair, les cheveux attachés sur le côté et les yeux grands ouverts. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Avant, je pensais qu'obéir signifiait ne pas pleurer, a déclaré Émilie. Sa voix tremblait, mais elle était suffisamment stable pour porter. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais punie. Je n'avais rien fait de mal.
J'ai juste demandé à aller aux toilettes. Une femme fondit en larmes. Un homme se leva, puis se rassit. Personne ne parla. Émilie continua. Je pensais être une mauvaise personne. Mais maintenant je comprends. Je n'avais pas tort. J'étais juste un enfant. Dal sourit, son premier sourire qui semblait gêné. Même un enfant peut être égaré, mes amis. Qui lui inculque ces paroles? Qui l'incite à défier sa foi? Jacques ne bougea pas. Mais Rachel prit sa place. Tu l'as fait, dit-elle. Pas avec ce que tu lui as enseigné. Mais avec ton silence, quand elle avait besoin de ta protection. Chacun, comme s'il attendait que quelqu'un brise le seau, commença à se lever. Mon fils a été obligé de rester assis si immobile que ses jambes sont devenues engourdies. Ma fille est rentrée à la maison et n'a pas prononcé un mot pendant 2 semaines. Je me suis excusé auprès de mon enfant, de ne pas m'avoir écouté plus tôt. Dal resta immobile. Sa main serrait la Bible, mais elle n'était plus stable. Puis il descendit de la chaire. Il ne dit plus rien. Pas de déni. Pas de tête baissée. Mais personne ne le suivait non plus. Émilie retourna à sa place. Jacques tenait la main de sa fille. La petite main était encore froide, mais elle ne tremblait plus. La cloche de l'église est restée silencieuse. Mais dans le cœur de tous ceux qui étaient là, un son commença à résonner, clair comme le jour. Ne pas juger. Ne pas punir. Mais réveiller une ville qui s'était trop habituée à appeler silence, paix. Aux premières heures de mardi matin, une voiture grise argentée est sortie de Bel Solao. Pas de phare. Pas d'au revoir. Le révérend Dal était assis à l'arrière, sa robe blanche soigneusement pliée sur ses genoux. Son regard était immobile, vide et immobile, comme un pare-brise poussiéreux qu'on n'aurait pas essuyé. Personne ne vint le saluer. Aucune lumière ne s'alluma dans l'église derrière lui. Quelques jours plus tôt, une lettre était parue dans la section opinion communautaire du journal local. Orientation ou intimidation? Quand les enfants n'osent plus lever la tête à l'église. Puis une autre lettre est arrivée. Puis un bref segment a été diffusé sur la station AM locale, juste la voix d'une mère, racontant comment son enfant pleurait tous les dimanches soirs. Personne n'a nommé directement le révérend Dal. Mais tout le monde savait de qui il parlait. Au café, les salutations au pasteur s'estompèrent. Au marché, personne ne s'arrêta pour discuter. Ceux qui l'avaient autrefois défendu restèrent silencieux, ou s'éloignèrent discrètement. Les regards des gens commencèrent à changer. Ni bruyants, ni furieux. Mais constants. Comme de l'eau qui s'infiltre lentement à travers un vieux carrelage. Personne ne savait exactement où il allait. Juste une feuille de papier collée sur la porte de l'église, tapée proprement et soigneusement. Moi, révérend Dal, je quitte mes fonctions pour des raisons de santé. Merci pour ces années passées au service de la communauté. Aucune excuse. Aucun signe de remords. Je pars juste. Le lendemain matin, Jacques se tenait sur le porche de l'église et lisait la note. Pendant un certain temps, il ne l'a pas enlevée. Je ne l'ai pas déchirée. Il l'a simplement regardée, puis s'est détourné. Dans sa poche se trouvait une convocation du Conseil de surveillance religieuse de l'État, demandant son témoignage dans une enquête interne actuellement en cours après que plusieurs familles ont déposé des plaintes officielles. Personne ne l'a dit à voix haute, mais Jacques a compris. Certaines personnes sont peut-être parties. Mais ils ne sont pas vraiment partis. Le silence qui protégeait autrefois Dal projetait encore son ombre sur quelques visages, ceux qui choisissaient encore de baisser la tête. Mais Jacques le savait, le plus important était déjà arrivé. Le silence avait été rompu. En fin d'après-midi, Jacques est rentré à la maison. Dès qu'il ouvrit la porte, il vit sa mère, Hélène, assise à la table de la cuisine. Pour la première fois depuis des semaines, son front n'était pas plissé. Sur la table se trouvait un vieil album photo, dont la couverture en tissu bleu était usée au coin. Elle ne parla pas tout de suite. Elle poussa simplement l'album vers Jacques, sa main s'attardant sur le bord de la couverture avant de le lâcher. « Je n'ai jamais été douée avec les mots, et encore moins bonne en tant que mère, » dit-elle d'une voix basse et ferme. Je pensais que rester silencieux préservait la paix. Que c'était le meilleur moyen de la laisser grandir sans être blessée. Mais il semble que, j'avais tort. Elle baissa les yeux et effleura le coin de son chemisier. Il lui a fallu quelques secondes pour continuer. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé.
Mais je sais qu'il y a des choses que j'aurais dû voir plus tôt. J'aurais dû demander à Émilie. J'aurais dû écouter plus que faire la morale. Jacques ne dit rien. Elle se tourna vers lui, non pas pour se justifier, mais pour être entendue. Juste une fois. Comme si elle réapprenait à être mère, sur le tard. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais si Émilie m'entend, je veux juste qu'elle sache que grand-mère est désolée. De ne pas l'avoir soutenue plus tôt. Et à partir de maintenant, si jamais elle a besoin de quelqu'un à ses côtés, je serai le premier. Ses yeux se posèrent sur la photo dans la main de Jacques. Une petite fille, un large sourire aux lèvres. Les joues maculées de glaçage. Un rayon de lumière éclairait son front comme un halo. Personne n'a rien dit de plus. Mais cette fois, le silence n'était pas une forme d'évitement. C'était une pause, prudente et pleine, pour s'accrocher à quelque chose qui revenait lentement. Confiance. Carter fit un petit signe de tête, non pas pour clore le moment, mais pour le conserver. Ce soir-là, Émilie a invité 2 de ses camarades de classe. Elle a fait des biscuits avec Jacques, de la farine partout sur sa chemise, les formes des biscuits étaient un peu bizarres. Mais elle rit. Pour la première fois depuis des mois. Jacques entendit le vrai rire de sa fille s'élever dans la cuisine, résonner dans les escaliers en bois et atterrir dans son cœur comme une douce forme de pardon. Il se tenait sur le seuil de la porte, observant les 3 filles assises en tailleur sur le sol, parlant dans la langue que seuls les enfants connaissent, la langue de la survie à la douleur. Il n'a pas interrompu. Il est simplement resté immobile et a compris. La guerre était finie. Mais la guérison ne faisait que commencer. La cour de l'école de Belles Hollow semblait plus radieuse ce matin-là que Jacques ne l'avait jamais vue. Le ciel n'était plus le gris des longues journées d'hiver, mais un bleu profond et droit, comme quelqu'un qui se redresse après une tempête. Les enfants se précipitaient dans la cour, leurs chaussures en toile frappant le sol avec un rythme vif, comme le battement d'un cœur frais. Une légère brise transportait le parfum des premières fleurs de cerisier d'un coin de l'aire de jeu. Jacques se tenait à côté de sa camionnette, regardant à travers la clôture grillagée usée et peinte en argent. Au loin, Émilie était assise sur un banc de pierre, un petit carnet à la main, racontant quelque chose à 2 filles à côté d'elle. Elle n'a pas ri trop fort. Elle n'a pas trop agité les bras. Mais clairement, elle ne se faisait plus petite. Jacques se retourna vers la benne du camion et ferma le couvercle de la dernière boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient quelques cahiers, de vieilles cartes militaires, un cadre photo de famille et un journal vierge. À l'extérieur, une note manuscrite disait « Écrivez-le. Ne laissez rien derrière vous. » Il s'assit sur les marches. Émilie accourut, reprenant encore son souffle, les joues rougies par le soleil. « Tu pars pour de bon ?» demanda-t-elle, les yeux tournés vers le camion. « Pas pour de bon » dit Jacques d'une voix douce comme la brise. « Je prends juste un peu de recul. J'ai besoin de temps, pour écrire certaines choses. Pour les trier. Pour nommer les choses qui n'en ont jamais eu. » Émilie s'assit à côté de lui, tranquillement. Jacques poursuivit, « Je ne peux pas toujours être là, mais toi, tu as appris à parler. Et ça suffit. » Émilie posa sa tête contre la poitrine de son père. Elle n'a rien dit de plus. Ce geste simple n'avait besoin d'aucune explication. C'était la seule chose qui leur avait toujours manqué, toutes ces années. De l'autre côté de la ville, l'église Belles Hollow avait rouvert. Silence maintenant. Pas de grosses cloches. Le nouveau pasteur était jeune. Cheveux courts. Lunettes fines. Le genre de personne qui baissait la tête et écoutait plus qu'il ne prêchait. Il n'y avait pas de cours de morale l'après-midi. Juste un coin lecture, et un petit rassemblement hebdomadaire pour les enfants qui avaient quelque chose en tête. Pas de cours sur l'obéissance. Juste une petite question. Comment te sens-tu aujourd'hui? Cette nuit-là, Jacques a quitté la maison. J'ai démarré le moteur. Éloigné de la rue principale. À l'intérieur, sur la table en bois près de la fenêtre, le dessin qu'Émilie avait fait autrefois du banc reposait toujours tranquillement. Mais maintenant, il y avait quelques nouveaux détails. De minuscules fleurs violettes et jaunes poussent bas autour du banc en bois. Un enfant est toujours assis là, non pas recroquevillé, mais les bras ouverts, captant la lumière du soleil. Et derrière elle, l'ombre sombre qui planait autrefois s'était estompée. Rien de plus qu'une trace de brume qui persiste. Personne n'a expliqué. Personne n'en avait besoin. Ce jour-là, le ciel était vaste et ouvert,
d'un bleu pâle et franc, sans un seul nuage derrière lequel se cacher. Il n'y avait pas de vent. Juste le bruissement silencieux des feuilles des arbres, qui bougent de temps en temps, comme quelqu'un qui ajuste une couverture pendant son sommeil. Les gens se tenaient là, sans parler. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de mots, mais parce qu'aucun n'était nécessaire. Leur présence en disait long. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, personne n'avait peur du silence. Ce n'était pas vide. Ce n'était pas gênant. Il les tenait doucement, comme l'espace après un profond soupir. Ou le calme juste après une tempête. Quand le monde n'est pas encore tout à fait guéri. Mais ça ne casse plus. Dans ce calme, ils se comprenaient. Et c'était suffisant.